Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Bismart en direct à 11 pour Smartech, qui est le magazine dédié au monde de l'innovation et du numérique. On s'intéresse, vous le savez, aussi bien aux opportunités qu'aux questions que portent ces deux mondes. On va démarrer avec les opportunités aujourd'hui et la découverte d'un véhicule français autonome. C'est une pépite qui va participer à ce qu'on appelle la révolution 4.0 de l'industrie, mais pas seulement. En tout cas, c'est un sujet très porteur des valeurs qu'on défend dans Smartech, à savoir de souveraineté. Ce sera donc le sujet de l'interview avec Patrick Deslinger dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission, lui, sera dédié aux questions que pose ce numérique. On a vu cet été beaucoup de polémiques autour de la pornographie en ligne, avec des sites qui sont menacés de fermeture, de blocage pour manque de bonnes mesures de contrôle d'accès, de vérification de l'âge des visiteurs. On parlera de ces mesures, quelles sont celles qui peuvent être mises en place. On parlera aussi de ce besoin ou non de réguler ce secteur. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec elle. Alors il est consacré, vous le savez, à des portraits de femmes entrepreneurs dans la tech. Aujourd'hui, nous partagerons celui de la dirigeante d'une entreprise de logiciels spécialisée dans la data et le marketing d'influence. Il s'agit de Jenny Tsai de Whereisma. Mais d'abord, donc place à l'interview. On parle de Elodie. Elodie, un véhicule autonome français. On en parle avec Patrick Deslinger, je l'ai dit. Vous êtes directeur général de Wayka Robotics. C'est une start-up française, donc créée en 2015, qui conçoit des véhicules autonomes qui sont capables de se déplacer en intérieur, dans des locaux, et en coactivité avec ou d'autres appareils mobiles ou des humains. Donc ils sont adaptés à évoluer dans des sites industriels, mais pas seulement. Vous évoquez les entrepôts, les ateliers, mais également les hôpitaux ou encore les grandes surfaces dans lesquelles se croisent énormément d'humains, en l'occurrence. Pour installer un type de véhicule autonome dans ces environnements finalement à haut risque, est-ce qu'on doit travailler davantage sur la sécurisation ou sur l'autonomie ? Alors, je vais répondre les deux, oui. Puisque d'abord, ça doit être sécurisé, c'est-à-dire que autant on accepte qu'un humain touche quelqu'un d'autre, avec moins de problèmes, autant on va avoir du mal à accepter qu'une machine touche un humain. Donc on va faire en sorte que ça n'arrive jamais. Donc on a effectivement un gros challenge de sécurisation. Dans les endroits où il y a des normes, on va les suivre. Dans les endroits où c'est moins normé, on va devoir s'adapter pour garder la sécurisation. Et l'autonomie, parce que, par exemple, dans un magasin, vous pouvez avoir des caddies, des échelles, des choses qui bloquent le chemin. C'est beaucoup plus, je dirais, bazar. Oui, mais alors c'est là où le besoin de sécurité peut freiner vos désirs d'autonomie, enfin de prise de décision autonome de la part du véhicule, j'imagine. Alors, non, le véhicule, lui, il a appris, on l'a présenté dans les lieux, on lui a fait faire le tour du propriétaire, et donc il va pouvoir savoir quels sont les chemins alternatifs qu'il peut prendre, dans quelles conditions il peut les prendre, et à partir de là, il va pouvoir s'orienter, et donc si une allée est bouchée, parce qu'il ne peut pas y aller, il va avoir la carte complète du lieu sur lequel il se déplace, et il va pouvoir prendre une autre alternative. Donc il n'est pas du tout assisté, c'est niveau d'autonomie maximale. Il n'est même pas connecté. C'est aussi un challenge de cybersécurité important, parce que les robots mobiles en industrie sont une voie future très importante de hacking. Il y en a qui ont été hackés récemment. Et donc, volontairement, et parce qu'on a la capacité technologique, ce véhicule n'est absolument pas connecté. Il n'a pas besoin de connexion. C'est très intéressant, parce que c'est la cybersécurité maximale, finalement. Hein. Il n'est pas accessible. Donc, il n'est pas accessible. Bon, mais est-ce qu'il faut, puisque lui, il va devoir évoluer vraiment tout seul, sans aucune connexion, c'est-à-dire sans prise de contrôle possible à distance sur la machine, est-ce qu'il faut adapter le lieu dans lequel il va évoluer ? Non, aucunement. Il n'y a pas besoin d'installation complémentaire, il n'a pas besoin de Wi-Fi, il n'a pas besoin de connectique. Et il faut discerner deux choses. Il faut discerner le véhicule qui se déplace et la mission pour laquelle il a été fait. Oui. La mission pour laquelle il a été fait peut requérir de la connexion, parce qu'il faut le relier à un ERP, un système de gestion de production ou autre. Et là, à la limite, c'est de la responsabilité. Si on prend un exemple concret, alors là, on le voit par exemple au milieu de rayonnage, il va collecter un colis, imaginons, il doit le rentrer dans une base de données et le transférer sur un serveur. Donc là, il y a une connexion ?
Alors, pour la partie mission, il y a une connexion. Cette connexion-là, qui est locale, c'est ça ? qui est locale la plupart du temps, qui peut être différée, c'est-à-dire qu'on a pu lui donner l'ordre au départ, et lui il va s'occuper d'aller chercher tout ça, puis retranscrire l'information quand il l'a. Il va falloir lui indiquer où se trouve le colis à aller chercher, quel colis aller chercher, et tout le chemin pour aller chercher et toute l'action d'aller chercher et de revenir est complètement automatique. Et on n'a pas forcément besoin de connexion. Donc en fait, la partie mission... Donc il y a un réseau dédié à la mission, mais ça crée quand même une porte d'entrée. Alors ça crée une porte d'entrée, mais elle n'est pas, contrairement à ce qu'on trouve généralement dans ces types de véhicules, elle n'est pas imposée par le constructeur du véhicule, et elle n'est pas... elle s'inscrit dans la cybersécurité du lieu, et c'est sa responsabilité de cybersécuriser. C'est pas moins sécurisé ou plus sécurisé que le PDA qui est utilisé ou le smartphone qui est utilisé pour faire un relevé de stock. On ne vient pas introduire une faille supplémentaire. D'accord, je comprends mieux. Sur donc sa facilité à circuler au milieu des rayonnages, aujourd'hui vous dites c'est mon robot, Elodie, mon petit robot français, la véhicule autonome, c'est le plus polyvalent sur le marché ? Oui. Parce qu'en termes de véhicules autonomes... mondial, sur le marché mondial ? Alors, c'est difficile de répondre sur le marché mondial, on n'est pas partout. Ouais. Mais en tout cas, de ce qui nous a été reporté, il y a, et c'est nos clients qui l'ont reporté, on n'a pas de véhicules équivalents qui soient capables d'être déployés aussi bien dans une industrie que dans un supermarché en fonctionnement au milieu d'enfants ou de choses comme ça. Et c'est vraiment une particularité du système, à la fois sa facilité d'accès et le fait que pour aller vers les professionnels, il va utiliser le savoir-faire de chaque professionnel qui va venir s'appuyer sur ce véhicule pour simplifier la vie, mais qui, lui, connaît parfaitement ses besoins clients. Donc en fait, quand on dit qu'il est polyvalent, c'est la partie de déplacement, le véhicule est polyvalent, mais à chaque fois, il est adapté par une verticale, par un professionnel qui, lui, connaît très bien sa verticale. Et alors, sa caractéristique, le fait que ce soit donc une pépite française, moi je peux la présenter comme ça avec grand plaisir, c'est lié aux technologies que vous avez embarquées ou c'est simplement lié à la manière dont vous l'avez conçu ? Alors c'est lié à la manière dont on l'a conçu, aux équipes qui sont avec nous, et au fait qu'on l'a conçu pour pouvoir être fabriqué au plus près des clients, n'importe où, de manière extrêmement simple. Et donc ça va lui donner plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on sait le fabriquer dans n'importe quelle usine capable de fabriquer de la mécanique. Oui. Et en l'occurrence, il est fabriqué en France ? Il est fabriqué en France, dans le Tarn, actuellement. Il va être fabriqué aussi dans les Hauts-de-France bientôt. Et ça nous permet aussi des facilités d'export, puisqu'on n'exporte pas le véhicule entièrement, mais on va exporter seulement le logiciel et les plans. Ce qui nous permet de passer au travers des frontières qui protègent beaucoup, puisqu'on n'exporte pas un robot, on va exporter le savoir-faire pour faire un robot, ce qui est une grosse différence. Et pouvez nous parler quand même des technos qui sont embarqués ? Alors, qui lui permettent d'avoir une telle autonomie au milieu des enfants, des adultes qui se promènent aléatoirement dans les rayons des supermarchés ? Oui, alors la technologie, c'est un ensemble de technologies, c'est un ensemble de capteurs. Donc on a des capteurs radars qu'on appelle des lidars, oui. Radars optiques. On a des sonars aux ultrasons qui, eux, vont faire de la détection de proximité, donc de l'anticollision, comme sur les voitures. On a des caméras 3D, on en a plusieurs. On a une notion de bulle de sécurité, on est à peu près les seuls à l'avoir, qui va permettre de détecter, par exemple, un bras levé devant l'objet qui a été transporté. Alors que la plupart des véhicules détectent seulement leur environnement bas. Là, on va pouvoir faire un environnement 360 autour du véhicule. Et de l'odométrie, donc on compte les roues. Et c'est la fusion de cet ensemble de capteurs qui va permettre de se positionner avec je dirais, la présentation officielle qu'on a fait au robot au départ, quand on l'a installé, pour qu'il se fasse une idée de là où il est. Et alors, autre question, puisque vous disiez que c'était fabriqué en France, est-ce que ça en fait un robot peut-être plus cher que les autres ? Ben non, on est parmi les moins chers, voire franchement moins chers que les leaders, même chinois. Et comment alors ? Par quel miracle ? Ben d'abord, on n'a pas de coût de transport, déjà. Oui. Ensuite, on l'a conçu pour être fabriqué simplement. Donc, on a transféré beaucoup d'intelligence vers le logiciel. Et on a simplifié toutes les parties mécaniques de façon à pouvoir, dans sa catégorie, il y a plusieurs catégories de robots, de véhicules, dans sa catégorie, c'est-à-dire 100 kg de transport, c'est cette simplification-là qui fait que c'est un des moins chers du marché, voire le moins cher. Bon, et on peut le voir où ?
Alors, actuellement, il est en test. Decathlon, par exemple, a communiqué autour de ça en test à Lille. Et après, c'est dans des usines, donc c'est plus compliqué. Bon, ça va attirer. Et sinon, à Tel Aviv, Ça va attirer du monde à Lille, déjà dans un premier temps. Wayka, d'ailleurs, Robotics a annoncé une levée de fonds d'1,6 million d'euros. Oui. Félicitations. Bon, ben voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de la robotique industrielle, mais c'est toujours agréable de savoir qu'on a des pépites françaises. Merci Patrick Delinger, directeur général de Wayka Robotics, pour cette présentation d'Élodie. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va s'intéresser aux questions que pose aujourd'hui la pornographie en ligne. Cet été, on a eu cette saga autour de OnlyFans, la plateforme donc, qui permet aux créateurs de photos et de vidéos de vendre finalement leur production aux internautes. OnlyFans avait annoncé donc l'interdiction des contenus sexuellement explicites à partir du 1er octobre. Et puis, revirement de situation, la plateforme est revenue sur sa décision. Visiblement, les partenaires bancaires ont fini par céder à la pression. On a eu aussi droit à cette étude de la Fondation Descartes qui nous a appris que les Français passaient plus de temps devant des sites pornographiques que devant des sites d'information. Bon, que dire d'autre que d'autres sites comme YouPorn, Pornhub, Xvideo, Tukif pourraient être bloqués en France, puisqu'on a un projet de décret aujourd'hui qui précise qui précise pas d'ailleurs, mais enfin qui nous dit qu'une simple déclaration de l'internaute sur son âge, donc attestant qu'il est majeur, ne suffit pas, et on attend des précisions sur les mesures techniques qui pourraient être mises en place pour garantir cette majorité. Voilà, ça fait beaucoup de sujets. Il y en a d'autres qui appellent à réguler fortement toute cette industrie. On en débat donc avec François Lévesque, professeur d'économie au Centre d'économie industrielle de Mines ParisTech, Université PSL. Vos activités de recherche portent sur la concurrence, l'antitrust, la régulation aussi des industries de réseau et la propriété intellectuelle. Vous avez fondé Microéconomiste, qui est un cabinet d'expertise économique qui a rejoint Deloitte France, dont vous êtes conseiller aujourd'hui de référence. Et vous avez écrit récemment « Les entreprises hyper puissantes, géants et titans, la fin du modèle global » qui est paru chez Odile Jacob en avril dernier. Pile au moment d'ailleurs où on a parlé de ce décret qui allait s'imposer en France pour les sites de pornographie. Avec nous également pour débattre de ce sujet, Pierre Bessac, informaticien, porte-parole du Parti Pirate. Vous êtes un des fondateurs de Gandhi, le célèbre registrar, enfin je ne sais pas comment on dit... site d'enregistrement de noms de domaine, hébergeur français et éthique. Vous êtes également responsable du système, responsable du système et réseau de télécom ParisTech, ce qui vous fait des points communs. Et vous avez créé EU.org à une époque pour protester contre la mise en place en 1995 des noms de domaine payants dans le .fr. Et d'ailleurs, cette activité continue visiblement. Vous redistribuez plusieurs centaines de sous-domaines, dites-vous, gratuitement. Voilà, donc ça pose un peu le portrait de nos invités. Je voulais commencer avec vous, François Lévesque, puisque vous avez publié un article dans The Conversation cet été sur la question de la consommation de la pornographie en ligne et puis ses effets aussi potentiels. Vous qualifiez déjà cette consommation de massive. Elle est massive. Il y a eu une enquête très sérieuse au Royaume-Uni qui montrait qu'en septembre 2020, un adulte sur deux avait regardé au moins un site porno. Donc sur un mois, un adulte sur deux. Donc la consommation est devenue massive. Et un autre chiffre, le site le plus connu, Pornhub, eh bien, il y a eu 50 milliards de visites en l'année 2020. 50 milliards. Donc c'est une consommation, c'est un phénomène de consommation de masse. La pornographie et en fait il y a eu un changement d'échelle grâce à Internet puisque l'accès est gratuit, l'accès est discret puisque vous êtes souvent sur votre téléphone portable et il n'y a rien de plus personnel qu'un téléphone portable et l'accès est libre dans la mesure où on ne vous demande pas votre nom, on ne vous demande pas votre âge, ou si on demande votre âge, mais vous pouvez répondre ce que vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, changement d'échelle, vous avez des sites et des millions de vidéos que vous pouvez consulter gratuitement, alors après, on discrètement peut s'en étonner et librement. Ou pas.
mais se pose la question donc, des effets sur la société, finalement, de cette consommation massive. Qu'avez-vous retenu là-dessus ? On est dans le brouillard, c'est-à-dire intuitivement, on a des éléments pour dire qu'il y a de l'addiction, et puis il y a des cas d'addiction à la consultation de sites pornographiques. Intuitivement aussi, on peut dire que l'image de la femme n'est pas extraordinaire, et que, en particulier, la plupart des vidéos montrent que les femmes sont toujours consentantes. Donc, pourquoi demander aux femmes si elles sont consentantes, puisque en fait, on voit qu'elles le sont toujours. Donc, intuitivement, ou le bon sens, voudrait qu'il y ait beaucoup d'effets négatifs, et d'autant après, et je mets la pédopornographie à côté, Bien sûr. d'accord. Et puis, autre troisième effet négatif qui préoccupe beaucoup les parents, ce sont les consultations de sites pornographiques par leurs enfants. Bon, donc, mais ces effets sont très mal documentés scientifiquement. On connaît très bien, parce qu'il y a des années de travaux et de travaux rigoureux, les effets du tabac, les effets du cannabis, les effets des opioïdes. Donc il y a des calculs, il y a des l'addiction au jeu aussi. L'addiction au jeu, voilà. Et là, eh bien, on connaît très peu de choses. Donc on est dans un monde de croyances où il y a des gens qui croient que c'est extrêmement maléfique, que ça va entraîner plus de violence et plus de violences sexuelles, peut-être même plus de viols. Et puis vous avez d'autres croyances tout à fait opposées qui, et là, certaines personnes pensent qu'au contraire, les gens, comme ils ont un accès gratuit à des sites de pornographie en ligne, eh bien, ils vont être moins violents dans la rue et à l'égard des femmes. Ce sont des pures croyances, et il faudrait documenter. Donc il faudrait que quelqu'un s'y intéresse tout à fait sérieusement et nous produise des études documentées sur le sujet. Mais en attendant, se pose la question de la protection des mineurs, quand même, face à des contenus qui sont censés n'être accessibles qu'au-delà de 18 ans. Alors comment fait-on aujourd'hui pour s'assurer sur Internet de l'âge d'une personne ? Pierre Bissac. Alors, je vais peut-être revenir un petit peu sur l'aspect législatif, parce qu'en fait, la loi existe déjà. C'est l'article 227-24 du Code pénal qui interdit la diffusion, qui rend responsable les personnes qui diffusent de la pornographie, de la violence, des images de terrorisme à des mineurs. Et cet article avait été, entre guillemets, contourné par les sites, notamment porno, en mettant une simple demande à l'internaute, voilà, une entrée déclarative. J'assure que j'ai bien 18 ans et que je suis autorisé à consulter ce contenu. Le législateur a estimé que ce n'était pas suffisant, donc en 2020, l'article a été modifié pour pénaliser les intermédiaires, pour dire explicitement que ce n'était pas une méthode de vérification d'âge suffisante. Et les Britanniques nous ont précédés, ils ont passé une loi similaire en 2017 qui est dans le cadre du Digital Economy Act, et ils ont essayé de mettre ça en place entre 2017 et 2019, c'est-à-dire parce que le législateur en France comme au Royaume-Uni n'a pas à spécifier de moyens techniques particuliers, c'est aux intervenants de ce... Oui, c'est là où c'est compliqué et où je voulais vous entendre. C'est si on n'a pas besoin de préciser dans la loi quelles sont les mesures techniques à mettre en place, comment on vérifie que ces mesures sont satisfaisantes ou non ? Alors c'est tout le problème, c'est que le diable est dans les détails, c'est que ça pose de gros problèmes généraux sur la gestion d'identité en ligne, la gestion de données sensibles, puisque là elle concerne la sexualité, donc le domaine tout à fait privé, et donc les risques de fuite associés. Qui nous ferait basculer dans un autre monde que celui qui vient d'être décrit, où justement on est dans un monde d'anonymat, enfin pseudonymat, enfin en tout cas de anonymat discrétion. Relatif, voilà. De discrétion, on va dire. On n'est jamais dans un anonymat absolu sur Internet, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire sans divulguer son identité. La plupart des accès, pour des raisons de liberté de communication, se font dans l'anonymat, ou dans le pseudonymat au pire. Oui. Voilà. Sauf quand il y a un accès payant. Alors, le plus souvent, quand il y a un accès payant, il y a de plus en plus d'accès payants, eh bien, évidemment, vous devez laisser un numéro de carte bleue, vous devez laisser votre nom. Alors, se pose la question, est-ce que c'est la garantie qu'on a un majeur derrière cet abonnement parce qu'il est payant ? Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour considérer qu'on a un majeur derrière son écran ?
C'est pas suffisant, mais en tout cas, ça serait une bonne idée que ça soit payant. Pourquoi je dis que ça serait une bonne idée? Parce que je suis économiste et donc, de la même façon que les économistes proposent de limiter les embouteillages en faisant payer les autoroutes ou l'accès aux périphériques, voire même à la voirie urbaine parisienne pour un péage urbain, où les économistes défendent l'idée d'une taxe sur le carbone, eh bien, de la même façon, lorsque vous avez un phénomène massif auquel que vous voulez combattre, ou en tout cas diminuer, eh bien, il faut rendre cet accès payant. Alors, le problème de l'accès payant, c'est qu'il n'assure pas la majorité absolument. du payeur, puisque un adolescent peut avoir une carte bancaire désormais, et il peut aussi piquer la carte de ses parents. Donc, et d'autant plus facilement avec les nouveaux moyens de paiement, finalement, où on embarque des empreintes de cartes bancaires sur les téléphones des ados pour qu'ils puissent évoluer plus facilement pendant leurs vacances. Enfin bon. Et donc, il serait assez simple de s'abonner à un site sans être majeur. Ah, tout à fait, c'est extrêmement simple. Oui. Est-ce qu'il faut, au-delà de la question de vérification de la majorité des internautes, est-ce qu'il faut essayer de davantage réguler cet écosystème de la pornographie en ligne? Est-ce que vous avez l'impression, vous, François Lévesque, qu'aujourd'hui, c'est une zone de non-droit qui n'est aucunement régulée? C'est très peu régulé. C'est un peu ce qu'on entend c'est très peu régulé. En bruit de fond en ce moment. Hein. Parce que, et notamment si vous prenez cette chose un peu bizarre et pas très connue, qui est le droit de la concurrence. Oui, que vous connaissez bien. Eh bien, les monopoles sont combattus, les abus de position dominante sont combattus. On parle, il y a des enquêtes contre Apple, contre Amazon, etc. Donc contre les GAFA. Eh bien, vous avez un GAFA du porno qui s'appelle MindGeek, qui est une entreprise qui est localisée, qui a ses bureaux à Montréal. Eh bien, alors les gens connaissent plutôt Pornhub, qui est donc le site dont est propriétaire MindGeek. Voilà, mais parmi d'autres sites. C'est-à-dire, en gros, c'est une espèce de Google de la pornographie qui détient la majorité du marché. Eh bien, voilà, ça va pas. Je suis pas sûr que les régulateurs de la concurrence aient envie de mettre leur nez dans cette affaire. C'est pas très. De la même façon que, en tant qu'économiste, j'ai hésité à écrire sur la pornographie. C'est pas très gratifiant, si vous voulez. C'est très glauque en plus. Bon, donc les régulateurs tiennent pas trop à mettre les doigts dans ce truc-là. Alors, je pense que la monétisation je pense qu'il sera embêtant de forcer la monétisation des contenus parce que ça ne peut que renforcer justement un GAFAM du porno. Et je pense qu'il est important qu'il y ait des acteurs qui puissent distribuer, pas forcément des acteurs commerciaux d'ailleurs, mais des acteurs... Donc comme sur OnlyFans, en fait, des amateurs. Voilà, des amateurs puissent diffuser librement leur... En fait, tout dépend des effets. Si les effets pour la société sont très graves parce que il y a une violence sexuelle plus grande, il y a un mépris des femmes plus grand, il y a des adolescents qui pensent que ce qu'ils voient, ils doivent le pratiquer en vrai. Donc si le problème est très grave, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre des situations, des mesures fortes. Et des mesures fortes, ça veut dire rendre l'accès un peu moins libre, ça veut dire rendre l'accès un peu moins gratuit, et ça veut dire limiter la discrétion. Alors là, limiter la discrétion, ça paraît un peu compliqué. Mais on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, si l'effet est très grave. On peut même ne pas exclure qu'il y ait des effets positifs, en général pour la société. Je n'en sais rien. En revanche, il me semble qu'on peut faire le pari qui est celui de la prudence, qui est celui du principe de précaution, qui serait que, de faire en sorte que les jeunes consomment moins facilement de la pornographie. Pourquoi ? Parce que, comme vous citiez une enquête, l'âge moyen de la vision de la pornographie en France, c'est de 13 à 14 ans. Vous avez un adolescent, donc une personne de moins de 18 ans... vous avez 3 personnes de moins de 18 ans sur 10 qui consultent régulièrement des sites de porno, donc des jeunes et vous avez une personne de moins de 10 ans sur 10 qui consulte un site porno tous les jours. Donc, si on pense que ça, c'est grave... Je voudrais dire quelque chose quand même, c'est qu'on ne parle jamais des parents là-dedans. Et donc, a priori, ce sont eux qui sont responsables, d'abord par rapport à l'enfant. Et ce qu'on dit, nous, au Parti Pirate, c'est qu'il y a des moyens
pour les parents, il faut développer les moyens avant de réguler fortement les avoir contenus. des outils éducatifs. Voilà. Il existe déjà des systèmes de contrôle parental. Alors, c'est pas forcément... ça habitue les gens à la censure, donc ça n'a pas que des avantages. Mais en ce qui concerne le porno, on peut très bien envisager des campagnes d'information par l'État, par exemple. Et également, il existe une charte des fournisseurs d'accès qui se sont plus ou moins engagés à fournir des systèmes de contrôle parental permettant à un parent de fournir un accès à Internet protégé à son enfant s'il le désire. Donc c'est Ce que vous nous dites, Pierre Bessac, c'est finalement il ne faut pas chercher des mesures techniques pour limiter l'accès aux mineurs. Il faut faire de l'éducation. Vous pensez que ça peut suffire? Oui, on n'a pas essayé. Parce que ça prend du temps. Je ne sais pas si ça peut suffire, mais on peut déjà essayer. Et il y a le problème du court terme. Le court terme... L'éducation prend du temps. C'est vrai, mais il y a quand même déjà des mécanismes qui existent. Ils sont prêts à être déployés chez les fournisseurs d'accès. D'ailleurs, incidemment, le blocage dont vous parliez, c'est suite à un recours par des associations de protection de la famille qui ont porté en justice le fait que l'accès était encore trop libre et non conforme à la loi pour les sites porno. Et le jugement doit être rendu le 8 octobre. C'est le magazine Next Impact qui a sorti l'affaire. Hein. Le juge pourrait décider de bloquer ces sites par les procédés de blocage de noms de domaine français, qui concernent les 4 plus gros fournisseurs d'accès. Donc on ne sait pas encore ce que le juge fera, parce que c'est une question de proportionnalité. Est-ce que la protection, c'est ce que disait monsieur, est-ce que le danger pour les mineurs est tel qu'il faille bloquer pour l'ensemble de la société les sites contrevenants? Voilà, c'est une question. Et en fait, on s'aperçoit que les systèmes de contrôle parental des fournisseurs d'accès sont souvent fondés en partie sur le même système technique de blocage par les noms de domaine, ce qui permettrait de repousser le problème vers la décision des parents vis-à-vis de l'éducation de leur enfant. Donc en fait, ça serait juste une question de communication à ce stade pour populariser ces systèmes et peut-être resserrer 2-3 boulons. Voilà. Alors, j'ai vu aussi passer un sondage, je crois que c'est Pornhub qui a lancé un sondage auprès de ses utilisateurs qui leur demande il leur semble juste de davantage vérifier leur identité, leur âge et de mettre en place des mesures techniques beaucoup plus contraignantes. À mon avis, la majorité a répondu non. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est à l'utilisateur finalement qu'il faut poser la question? Sans doute pas. Il y a aussi, parce que sur aujourd'hui cette industrie, vous avez parlé de plus de 45 milliards de visites pour MindGeek en 2020. Juste ce qui est énorme. On imagine en chiffre d'affaires ce que ça peut représenter. Est-ce que si on impose des mesures plus strictes de vérification d'âge des utilisateurs, est-ce que ça peut avoir un impact négatif aussi sur leur business? Ça aura sûrement un impact négatif, puisque l'idée d'imposer un contrôle serait de diminuer la consommation d'une partie des consommateurs. Donc ça aura un impact. Et pas seulement, puisque ça aurait aussi comme effet de davantage contrôler l'identité des utilisateurs, même s'ils sont adultes. Oui, alors je ne connais pas le profil moyen de celui qui consulte un site porno, mais peut-être que ce coût, il va apprécier que ce coût je suis un économiste, hein, donc une analyse coût-bénéfice, le coût d'avoir peut-être des informations divulguées, parce qu'on lui demande son identité par rapport au bénéfice de pouvoir consulter des sites porno, il pourra penser sans doute que le bénéfice est plus grand que ce nouveau. Je voudrais faire une petite remarque, c'est que là, je pense qu'il y a 2 sujets bien distincts. C'est l'accès du porno aux mineurs, qui tombe sous le coup de la loi, et le fait de vouloir restreindre la diffusion de pornographie auprès des majeurs, qui est à mon avis un sujet complètement non, mais disons qu'une mesure peut avoir des effets beaucoup plus oui, c'est ça. Mais importants que l'objectif recherché au départ. Oui. Et c'est pour ça qu'on a changé d'échelle. Hein. C'est-à-dire qu'un adolescent qui voulait aller voir un film porno au cinéma, je pense que la caissière, eh bien, elle voyait s'il avait moins de 18 ans, et si elle soupçonnait qu'il avait moins de 18 ans, eh bien, elle demandait la carte d'identité. Et donc, ceux qui arrivaient barbus, avec un grand chapeau et des lunettes noires, et qui mesuraient 1m80, on ne leur demandait pas la carte d'identité. Donc, effectivement, si vous faites un contrôle, le contrôle, je vois mal comment un contrôle via Internet n'obligerait pas ceux qui ont plus de 18 ans à dire qu'ils ont plus de 18 ans, contrairement à l'entrée dans un sex shop ou dans un cinéma porno.
C'est ça, donc on perdrait cette discrétion. Vous avez d'ailleurs noté quelque chose d'intéressant. Vous dites que cette industrie auquel génère énormément de visites, de chiffre d'affaires, mais finalement, elle n'est pas forcément si profitable. Non, elle n'est pas très profitable. Pourquoi ? Parce que, principalement pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une industrie qui paye très cher l'argent qu'elle doit lever. C'est-à-dire que, voilà, Amazon, tout le monde veut mettre de l'argent, tous les capitaux risqueurs ont mis de l'argent, même si cette entreprise ne rapportait pas. Voilà, les capitaux risqueurs mettre de l'argent dans le porno, c'est pas génial, surtout si on l'apprend. Voilà. Donc, et peut-être aussi que moralement, ils n'ont pas envie. On ne sait jamais. Il y a peut-être des financiers à qui cette idée traverserait l'esprit. Donc, l'argent est très cher pour eux. Ensuite, les commissions, voilà, les commissions bancaires en fait sont très élevées parce que vous devez payer avec votre carte bleue, vous devez payer avec PayPal ou d'autres, et les opérateurs prennent des commissions absolument astronomiques. Et donc peut-être finalement que cette régulation vient par l'économie tout simplement. Merci beaucoup Pierre Bessac, donc porte-parole du Parti Pirate, informaticien, et François Lévesque, professeur d'économie chez Mines Paris Tech, Université PSL. Merci. On part en pause et on se retrouve après dans Smart Tech pour parler de Jenny Stye de Whereisma, un portrait de femme tech inspirante. Vous êtes bien sûr Bismart, vous regardez Smart Tech en direct dès 11h chaque matin. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, je vous l'ai dit, nous aurons rendez-vous avec une femme qui fait la tech, on peut dire, et qui peut jouer un rôle modèle aujourd'hui pour beaucoup d'autres. Et c'est Olivia Strigari qui m'a rejointe en plateau. Elle est directrice de la publication et cofondatrice du média Informel, passionnée par les sujets de parité, d'inclusion des femmes dans l'économie d'aujourd'hui. Vous allez donc nous raconter régulièrement des histoires de femmes, et aujourd'hui en particulier celle de Jenny Stye de Whereisma. Bonjour Delphine. Bonjour oui, Olivia. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi une femme avec un profil plus international, polyglotte, qui est la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Whereisma, une entreprise spécialisée dans le software dédié à la data, la marketing d'influence digitale. Voilà, et qui est basée à Londres en ce moment. Et alors, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil ? Qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours de cette entrepreneuse ? Écoutez, ce qui m'a plu chez Jenny Stye, c'est son parcours très international, justement, et sa vision anticipatrice des médias. En fait, elle naît à Taipei, elle grandit à Vancouver, mais c'est aussi un pur produit des universités américaines, parce qu'elle étudie à Princeton, mais aussi anglaise, puisqu'ensuite elle suit deuxième cursus à Cambridge. À Princeton, elle fait de l'ingénierie en financière, donc elle utilise les maths pour gérer la data appliquée au marché financier, et en relations internationales. Ensuite, à Cambridge, elle étudie plutôt le développement dans les pays émergents. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de son cursus ? C'est parce que c'est en Angleterre qu'elle commence sa carrière, dans une boîte de consulting en stratégie, et notamment parmi ses clients, beaucoup d'entreprises dans l'éducation et les médias. Elle bascule ensuite chez Sky, qui est actuellement le plus grand groupe audiovisuel mondial. Et là aussi, elle se spécialise dans la stratégie appliquée aux futurs usages de la télévision, notamment les usages qui vont être dans les mobiles, dans les téléphones mobiles. Voilà. Elle reste quelques années et elle bascule ensuite dans le groupe média américain qui s'appelle Hearst, où elle va déployer la stratégie à l'international des grands médias féminins comme le Elle, le Cosmo, etc. Voilà. Et c'est cette vision-là, et c'est en fait pendant qu'elle est chez Hearst qu'elle découvre en fait la puissance, la croissance et le changement de paradigme que vont être les réseaux sociaux. En fait, c'est le tout début des réseaux sociaux, et elle voit à quel point la force de frappe est importante, et ça va radicalement changer le paysage des médias. Donc voilà. Elle-même capte les tendances. Et alors, comment Exactement. est-ce qu'elle se lance ? En fait, c'est à ce moment-là que l'idée de Whereisma est en germe. Elle se dit, elle a toujours eu envie de monter sa propre boîte depuis toute petite, l'envie d'aider les autres dans leur travail quotidien, et surtout l'idée de créer de toutes pièces une entreprise partie d'une idée conceptuelle, d'un concept. Voilà. Et elle a 32 ans, donc elle est quand même relativement jeune. Elle quitte le groupe Hearst pour se lancer sur un déploiement qui va
se révéler être un échec total. En fait, elle commence à lancer sa boîte Whereisma, toujours, elle s'appelle Whereisma, en taguant des produits dans les photos de posts des grands influenceurs. Et en fait, elle se rend compte vite que les influenceurs n'ont pas forcément envie de taguer les produits tout le temps et que les marques non plus n'ont pas une appétence particulière pour ce système-là et que c'est très chronophage. Donc au bout de 2 ans, elle se rend à l'évidence, ça ne marche pas. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est en partant des échecs qu'on apprend. Et donc, qu'est-ce qu'elle décide à ce moment-là ? Tout à fait. C'est d'ailleurs très américain, en fait, comme état d'esprit. En fait, elle nous dit, on se comprend car on se ressemble. Et c'est la grande force des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et donc, c'est en partant de ce constat, celui surtout de la naissance des micro-influenceurs, ceux qui ne sont pas rémunérés par les marques, mais qui les relaient et parce qu'ils aiment la marque ou parce qu'ils aiment les produits qui leur ont été utiles. Donc, elle se dit, voilà, c'est ce segment-là que l'on doit aller chercher. Et en fait, à travers un nouveau logiciel du coup, qu'elle déploie et une intelligence artificielle qu'elle embarque sur son logiciel, Whereisma va référencer des centaines de milliers d'influenceurs qui vont être crédibilisés, c'est-à-dire trusted, avec un tag où ces équipes vont à la fois les traquer, les chercher, mais aussi les vérifier par un double check humain. Donc en fait, elle a des équipes de personnes qui vont aller vérifier les comptes, les posts, la qualité en fait. Et donc, elle se base vraiment sur la qualité des micro-communautés embarquées par ces influenceurs. Et en fait, son logiciel va évaluer l'impact des interactions, faire une analyse qualitative précise pour pouvoir ensuite transformer en stratégie pour les marques qui vont utiliser son logiciel. Avec un panel aussi où ils peuvent suivre et traquer toutes leurs campagnes, tous les pushs, etc. Et d'où ce nom Whereisma ? Alors, le nom Whereisma vient de charisma. En fait, ça rime avec charisma. D'accord. Elle dit que we are charisma, nous sommes du charisme. En fait, tous les influenceurs ont un charisme et même le plus petits influenceurs a le pouvoir d'influencer les autres. Voilà. Donc, c'est chacun a envie de partager son point de vue, ses expériences, donner ses conseils. On appelle ça aussi la brand advocacy. Donc, c'est de pouvoir porter une marque sans que la marque ait rémunéré quelqu'un. Voilà. C'est un vrai jeu d'équilibrisme et c'est un enjeu aussi pour de nombreuses marques à l'avenir, parce qu'on sait combien les réseaux sociaux sont importants dans le déploiement d'une notoriété, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Et c'est un jeu que on doit dire, Jenny Tsai maîtrise plutôt bien pour ses clients qui sont issus de grands groupes du luxe ou de la cosmétique. Voilà. Et donc, elle en est où aujourd'hui avec sa start-up ? Écoutez, sa start-up grandit vite. Ce qui l'a valu d'être nommé parmi les acteurs le top 50 des acteurs de l'influence en 2018. Et cette année, en 2021, de faire partie de l'exclusive Female Founders Trade Mission du consulat britannique à New York. Voilà, une femme dont l'ascension ne fait que commencer et qui a l'esprit de la force tranquille. Elle est très calme, très sereine, mais elle est persévérante. Super, et donc on l'a découverte un peu grâce à vous aujourd'hui. Voilà. Vous vouliez aussi partager avec nous des rendez-vous pour les femmes dans la tech, en tout cas les entrepreneuses un peu partout en France. Qu'est-ce que vous avez à nous mettre à l'agenda ? Alors, à l'agenda, c'est pour le mois prochain, mais ça arrive bientôt. C'est le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, celui de BPI France, qui fait son grand raout, excusez-moi du terme, de l'année, qui s'appelle BPI France Innogénération. C'est une série de conférences, d'ateliers qui auront lieu à l'Accor Arena le 7 octobre prochain, et notamment au programme Entreprise, Recherche, Repreneuse, quand les femmes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale en reprenant une entreprise. Voilà, donc c'est pour les femmes ambitieuses qui ont envie de concrétiser. Donc 7 octobre, c'est noté dans les agendas de tout le monde. Et ce sont des rendez-vous qu'on retrouve aussi sur votre site. Tout à fait. Informel. Merci beaucoup Olivia Strigari, donc directrice de la publication, cofondatrice d'Informel. Et désormais, Informel est d'ailleurs installé au cœur de Station F dans l'accélérateur d'Avas. Bravo à vous. Merci. Allez, à suivre dans Smart Tech, on retrouve Shimon, vous savez, ce robot qui part bientôt en tournée. Et demain, c'est notre séquence quotidienne, notre zoom sur une innovation. Je vous propose de réécouter ces très jolies notes de musique qui sont jouées par ce robot Shimon. C'est une rediffusion de notre émission du 31 août.
C'est parti pour notre séquence. Et demain avec Cécilia. Bonjour Cécilia Sivry. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, alors vous nous recommandez un artiste finalement. Oui, je vous propose de découvrir un artiste qui perce. Alors vous l'avez dit, c'est pas un simple artiste, il est assez exceptionnel puisque c'est un robot. Son créateur, qui est pionnier dans le domaine de la musique robotique, c'est Gilles Weinberg. C'est important de le préciser, c'est le fondateur et le directeur aujourd'hui du Georgia Tech Center for Music Technology. Et en 2020, il a opéré une petite révolution sur cette technologie. Ce robot, il existe depuis 2017, mais jusqu'alors, il était simple musicien, si j'ose dire. Et en 2020, il est devenu artiste-interprète. Il a même sorti, ce Shimon, son premier album sur une plateforme digitale de streaming. Et pour ça, eh bien, il s'est entraîné. Il a ingurgité 50 000 morceaux de musique. En fait, on lui a véritablement créé une culture musicale, comme n'importe lequel d'entre nous. La sienne est assez imposante. C'est un bon mélange de jazz, de rap et aussi de rock. Alors, autrement dit, en fait, pour créer cette culture musicale, il a fallu utiliser des logiciels, des algorithmes, et surtout, il a fallu aussi, pour qu'il devienne interprète, utiliser des logiciels de sémantique. C'est très important pour qu'il puisse aligner des mots qui se ressemblent, créer des phrases intéressantes, des paroles poétiques. Par exemple, s'il part du mot tempête, il est capable d'arriver tout seul, naturellement, au mot pluie, et ainsi composer des phrases intéressantes. Je vous propose d'écouter tout de suite, on va l'entendre avec sa voix artificielle, un morceau. Alors, d'où tient-il sa voix merveilleuse? Alors ça, c'est joli. Oui. Il la tient de Barcelone. Là, c'est un centre de recherche de sémantique robotique, précisément, qui l'a fabriqué. Et c'est extrêmement difficile. La difficulté, c'est de créer des paroles qui s'appliquent sur une musique. Le robot n'a pas le sens du rythme, évidemment. Et la plus grosse difficulté, c'est de faire ça en temps réel, en live, de le faire interpréter une chanson et même d'improviser en temps réel. Aucun logiciel n'existait juste alors, donc évidemment, il a fallu l'entraîner. On lui a fait écouter des morceaux avec des paroles, on lui a fait chanter sur différentes musiques pour découvrir ce sens du rythme. Et alors, il joue de quel instrument? Alors ça, c'est un marimba, c'est un xylophone africain. Je vous propose de l'écouter, je vous raconte son histoire après. Alors en fait, ça, ce que vous avez vu, ça explique sa forme assez particulière à ce robot. À la base, il est créé pour jouer de cet instrument, donc il a 4 bras avec 8 marteaux pour pouvoir jouer de ce xylophone. 25 coups par seconde, il peut réaliser. Évidemment, aucun homme aujourd'hui n'est capable de faire ça, ce qui rend cette musique aussi particulière et assez exceptionnelle. Alors ce robot, si ça vous a plu, ce que vous avez entendu, vous allez bientôt pouvoir le voir en tournée. Ça a été annulé à cause de la crise sanitaire et on murmure que les dates sont en train d'être fixées pour une tournée qui passerait a priori en Europe dans les prochains mois. Donc si ça vous intéresse, Delphine, je peux vous acheter un billet. Ah, avec plaisir. Merci Cécilia. Bon, j'attends toujours la tournée de ce robot Shimon. Allez, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre sur Bismart, sur le web, sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve dès demain à 11h à la télé, donc sur la chaîne Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.